Finir cette matinée un peu dense, on reste sur de l'endocrino et vous allez avoir un peu toutes les réponses aux questions qu'on a déjà abordées ce matin par rapport à ce qu'on connaît de l'impact de la thyroïde sur la fertilité. Et donc, on a le plaisir d'avoir le docteur Léopoldine Bricker, qui est une des endocrinologues de Cochin avec qui on travaille et on a réfléchi sur les fameux dosages systématiques ou pas des anticorps antithyroïdiens. Donc elle va vous donner les éléments de réponse dans la littérature et ce qui relève plus de la pratique quotidienne. Merci beaucoup Léopoldine. Bonjour à tous. Donc on va parler de thyroïde et fertilité. Il est un peu tard. J'espère que vous n'êtes pas trop plombés par cette matinée un peu dense. Mon topo est un peu dense. J'essaierai de passer si jamais vous avez déjà eu des notions dessus. Et de toute façon, je crois que vous avez à disposition le PowerPoint. Donc on va parler un petit peu de physiopathologie et d'épidémiologie. Après, plus spécifiquement, ce qui vous intéresse, c'est-à-dire l'impact de l'auto-immunité antithyroïdienne et des dysfonctions thyroïdiennes sur la fertilité, sur les complications de la grossesse et sur l'AMP. On verra un petit peu est-ce qu'il y a des traitements et quels traitements. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est que vous ayez en tête deux papiers, enfin, un principalement, les recommandations très récentes de l'ETA, de l'European Thyroid Association, qui ont été publiées en décembre 2021, qui parlent de tout ça, qui résument tout ça. Et puis tout récemment, là, le 6 janvier, sont parues les recommandations de l'HAS, qui sont pas très différentes des recommandations de l'ETA. Donc c'est un peu les papiers de référence aujourd'hui. Alors, très rapidement, juste vous rappeler qu'au tout début de la grossesse, le fœtus n'a pas du tout d'autonomie thyroïdienne et qui va dépendre entièrement de la thyroïde maternelle et des hormones thyroïdiennes qui vont être fabriquées par la mère. Donc au premier trimestre, son développement neurologique est soumis uniquement à l'action des hormones thyroïdiennes maternelles et que tout au long de la grossesse, malgré la thyroïde en place qui se met en place vers 18-20 semaines, 15 à 30 de la T4 libre fétale est d'origine maternelle. Tout ça pour vous dire que chez la femme aussi enceinte, on assiste pendant la grossesse à une augmentation de la clairance rénale des hormones thyroïdiennes, l'élévation des œstrogènes qui diminue la part libre des hormones thyroïdiennes. Tout ceci contribue à nécessiter une augmentation de production des hormones thyroïdiennes d'environ 50%. Et donc ça, c'est juste pour vous rappeler, parce que je crois que vous êtes principalement des obstétriciens, qu'il faut bien penser à supplémenter vos femmes enceintes dès le début de la grossesse en iode. Les recommandations de l'OMS, c'est 250 microgrammes par jour. On est sous-dosé dans notre prise quotidienne alimentaire et donc il faut bien penser à supplémenter dès le début de la grossesse. On dit même parfois avant le début de la grossesse, 150 microgrammes par jour. Donc vous avez tout un tas de produits vitaminiques qui vous permet de le faire. Alors, un peu de physiopathologie. Donc, vous venez de passer un peu de temps là sur l'axe gonadique, gonadotrope. Là, on va passer à l'axe thyréotrope. Donc, toujours les mêmes mécanismes avec l'hypothalamus qui sécrète le TRH, la TSH qui est sécrétée par l'hypophyse, qui va aller réguler la sécrétion d'hormones thyroïdiennes au niveau thyroïdien. Et puis, ces hormones thyroïdiennes, il y en a deux principalement, T4, T3. On mesure principalement la T4 parce que la T3, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer, qui n'est pas bien mesuré par les laboratoires français. Et on mesure aussi les anticorps antithyroïdiens. On en a deux connus, il y en a probablement d'autres qu'on ne connaît pas. Et donc, la plupart des études mesurent surtout les antithyroperoxydases, mais je vais vous montrer aussi que probablement on sous-estime les choses quand on ne mesure pas les anti-TG, les antithyroglobulines, et qu'ils ont probablement aussi un rôle à jouer. En périphérie, ce qui est important de savoir, c'est que ces hormones thyroïdiennes, elles sont bien sûr, leur part libre, elle est corrélée au taux de TEBG, qui peut être modifié par tout un tas d'hormones et notamment les œstrogènes. Et puis, il y a des contrôles supérieurs, avec notamment la pulsatilité de GnRH et la prolactine, qui jouent un rôle sur cet axe. Et puis, sur le plan ovarien et spermatique, on ne connaît pas beaucoup de choses, on ne connaît pas d'un point de vue physiopathologique exactement ce qui se passe, mais ce qu'on sait, c'est que sur le plan ovarien, les dysfonctions thyroïdiennes induisent des troubles de folliculogénèse, qu'on a retrouvé, je vais vous montrer l'étude, des anticorps anti-TPO dans le fluide folliculaire des femmes, et donc possiblement un rôle de ces anticorps au niveau ovarien, folliculaire, que l'hypothyroïdie, la présence d'auto-anticorps, ça
peut induire aussi des anomalies d'embryogénèse. On ne connaît pas du tout la physiopathe. Et pareil sur le plan spermatique, on sait que l'hypothyroïdie, ça diminue le compte et la mobilité spermatique, ça induit des anomalies morphologiques. L'hyperthyroïdie, il y a eu des études qui ont montré que ça donnait des lésions de l'ADN spermatique et que on peut trouver plus fréquemment des anticorps anti-TPO chez les hommes infertiles. Alors, un peu d'épidémiologie, donc je vous ai mis juste en haut un petit rappel juste pour vous montrer que l'hypothyroïdie auto-immune, en dehors de la fertilité, c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente et qui augmente avec l'âge, et notamment chez la femme, c'est beaucoup plus fréquent chez la femme que chez l'homme. Donc c'est un peu le pain quotidien des endocrinologues, et donc c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent, donc qui va forcément être très fréquent aussi dans votre population de femmes infertiles. Donc ça, c'est pour vous redonner les définitions de l'hypo et de l'hyperthyroïdie. Donc quand on parle d'hypothyroïdie vraie, c'est quand on a une TSH qui est supérieure à 4 avec des hormones libres qui sont abaissées. Donc ça représente à peu près 3% des femmes en âge de procréer. Et donc, il n'y a pas de discussion sur le traitement, on va revenir dessus. L'hypothyroïdie infraclinique, c'est là qu'il y a repose toute la discussion du topo. C'est est-ce qu'il faut les traiter, pas les traiter. C'est quand on a une TSH supérieure à 4, mais des hormones libres normales. Et donc, ça représente à peu près 10% des femmes. Et puis, l'hyperthyroïdie, ça se définit par une TSH inférieure à 0,4. Ça représente aussi à peu près un peu moins de 3% des femmes en âge de procréer. Et puis, retenez que le taux d'anticorps mesuré sur des populations de femmes qui ont une TSH normale varie selon les études entre 5 et 17%, donc est assez élevé. Donc, les deux chiffres clés à retenir, là, c'est chez votre population de femmes en âge de procréer, l'hypothyroïdie infraclinique, elle est retrouvée dans à peu près 10% des femmes. Et puis, le taux d'anticorps dans une population générale de femmes en âge de procréer, il varie entre 5 et 17%, donc 17% c'est très important. Un petit mot sur le dosage des anticorps antithyroglobulines, parce que c'est quelque chose qui est assez récent. Jusque-là, toutes les études publiées, on parlait beaucoup des anti-TPO, mais très peu des anticorps antithyroglobulines, parce qu'ils ne sont pas dosés de façon systématique. Tout ça pour des histoires de coûts, probablement. Et la plupart des études, quand elles parlent d'auto-immunité thyroïdienne, mesurent les anti-TPO. Sur les études plus récentes, on parle aussi des antithyroglobulines. Et il y a ce papier qui est assez intéressant, qui avait montré sur 990 femmes qui consultaient pour infertilité, que si on dosait les deux, de façon globale, on retrouvait 16%, donc ce qui est cohérent avec ce que je vous ai montré sur les autres études, 16% d'auto-immunité thyroïdienne en comptant les deux. Quand on dissocie, la présence des deux anticorps, elle est chez 8%. Donc, en fait, si vous dosez les anticorps anti-TPO seuls, vous dépistez l'auto-immunité que chez 4% des patientes. Les anti-TG étaient positifs seuls chez 5%, donc si vous faites que anti-TPO, ça fait 12%. Donc, vous sous-estimez l'auto-immunité. Alors, quel est maintenant l'impact des dysfonctions thyroïdiennes et de l'auto-immunité sur fertilité, début de grossesse, ANP? Donc, j'ai essayé de séparer d'abord, est-ce que l'hypothyroïdie, la dysfonction thyroïdienne induit des choses, et puis après, plus spécifiquement, l'auto-immunité indépendante de la dysfonction thyroïdienne. On va commencer par les hommes. J'ai fait peu de diapos sur les hommes parce qu'il y a très très peu de données sur les hommes. Quand on parle de thyrotoxicose, donc d'hyperthyroïdie franche, on sait que ça peut modifier les taux de testostérone, ça peut induire des gynécomasties du fait de la protéine porteuse qui s'élève en cas d'hyperthyroïdie, ça peut réduire la mobilité spermatique et induire des dysfonctions érectiles. Et en cas d'hypothyroïdie franche chez l'homme, on assiste à des diminutions de la libido, des troubles érectiles. On ne sait pas tellement s'il y a des effets sur la spermatogénèse et la fertilité. Il y a une étude qui avait montré qu'il y avait des anomalies spermatiques. Mais surtout, ce qu'on sait, c'est que si on traite les hyperthyroïdies ou les hypothyroïdies chez l'homme, il y a une réversion de ces petites anomalies sous traitement. Et donc, le traitement est assez standardisé chez l'homme. Il y a une étude récente qui a été publiée sur l'impact de l'hypothyroïdie infraclinique chez l'homme en cas de prise en charge en FIVIXI. Et donc, c'est l'équipe de Rao qui a publié ça il y a 1 an dans Thyroïde et qui avait évoqué, surtout chez les hommes de plus de 35 ans, donc corrélé à l'âge, une diminution des taux de grossesse clinique et d'implantation quand il y avait une hypothyroïdie infraclinique chez les hommes des couples
pratiquant une FIV-ICSI. Donc cette équipe avait suggéré une diminution donc, des taux de grossesse clinique et d'implantation. Et la même équipe là, a publié tout récemment un travail prospectif où ils ont montré que en cas d'hypothyroïdie infraclinique chez ces hommes, il y avait probablement des anomalies spermatiques. Donc, essayer d'expliquer pourquoi il y avait des anomalies en AMP. Donc, ça reste une première étude, donc c'est complètement à confirmer, hein. Il y a très très peu d'études sur le sujet, mais probablement quand même un impact de l'hypothyroïdie infraclinique chez les hommes. Alors, on va passer maintenant à la femme. Pour ce qui concerne la thyrotoxicose, l'hyperthyroïdie, donc ça, sur les troubles du cycle, ça peut donner clairement dans à peu près 25% des cas des troubles du cycle. A priori, ça ne donne pas de troubles de l'ovulation. Et en termes de fertilité, les études sont assez discordantes et on ne sait pas tellement, hein. Nous, dans notre expérience d'endocrinologue, globalement, les femmes en hyperthyroïdie n'ont pas tellement de difficultés de fertilité, hein. Le problème, c'est plus une petite majoration du risque de fausse couche liée à l'hyperthyroïdie et au taux d'hormones thyroïdiennes circulantes. Pour l'hyperthyroïdie infraclinique, alors là, il y a encore très très peu d'études, mais l'étude là que je vous ai rapportée assez récente de POP montre pas vraiment de différence finalement en termes de fertilité chez les femmes qui ont une hyperthyroïdie infraclinique versus euthyroïdienne. Pour l'hypothyroïdie vraie, là, il n'y a pas de débat non plus, hein. L'hypothyroïdie vraie, on sait que quand la TSH est à plus de 15, 25 à 60% des femmes vont présenter des troubles du cycle. On sait que ça donne des troubles de l'ovulation et des insuffisances lutéales, que clairement, ça majeure le risque d'infertilité et que ça induit des complications défavorables en début de grossesse, hein, des fausses couches et des risques aussi de complications pendant la grossesse, de prééclampsie, prématurité. Donc là, il n'y a pas de discussion, hein, dans la littérature. C'est clairement prouvé que le traitement par hormone thyroïdienne est bénéfique, hein, et donc ça sera la lévothyroxine. Donc là où c'est plus compliqué, c'est pour les hypothyroïdies infracliniques. Et donc la première chose compliquée, c'est de définir l'hypothyroïdie infraclinique, hein, puisque les seuils ont été modifiés, hein, au cours de la dernière décade. Initialement, hein, il y a eu pendant très longtemps des recommandations de l'ATA qui évoquaient des seuils en début de grossesse à moins de 2,5. Et puis là, les plus récentes définissent des seuils en 2017 à 4 au premier trimestre, enfin à 4 à chaque trimestre en fait, qui sont dans les seuils de normes. Donc ce qu'on sait, c'est que clairement, il y a un effet néfaste quand la TSH est à plus de 4. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une différence, notamment chez les femmes qui consultent pour infertilité, entre 2,5 et 4 ? Alors, première question, c'est est-ce qu'il y a une prévalence supérieure d'hypothyroïdie infraclinique chez les femmes qui consultent pour infertilité ? Et bien là, la littérature est compliquée aussi, du fait de ces changements de normes déjà, hein, parce que ce n'est pas toujours clair sur les seuils qui sont choisis de TSH définis. Et donc il y a eu une étude qui a montré qu'il y avait une franche différence en 2007 chez les femmes qui consultaient pour infertilité, donc par rapport à une population contrôle, 10% versus 2%, mais c'est à peu près la seule étude. Donc en fait, on ne peut pas complètement répondre à la question parce que les études sont, on n'a pas de bonne étude pour montrer ça avec les nouveaux seuils de TSH à 4. En ce qui concerne ce papier, ils avaient plutôt montré qu'il n'y avait pas de différence. C'est un papier qui avait été publié en 2013, qui avait regardé la prévalence regardé les taux de TSH médians chez des femmes qui consultaient pour infertilité et qui les avait comparés à des femmes qui consultaient pour un don ou une PMA monoparentale ou une cause masculine qui était le groupe contrôle. Et eux, ils avaient montré que quand on regarde les TSH, qu'il n'y avait pas vraiment de différence, hein, de taux de TSH de base entre ces différentes femmes. Ce papier qui va dans un sens plutôt inverse, qui, dans les contextes d'infertilité inexpliquée, 187 femmes qui avaient été comparées à des femmes qui consultaient pour infertilité masculine, ils ont montré qu'il y avait des taux de TSH qui étaient un peu supérieurs de façon significative chez les patientes consultant pour infertilité inexpliquée versus les contrôles, cause masculine.
donc qui suggérait une TSH un peu plus élevée chez ces patients, donc peut-être une fréquence plus importante d'hypothyroïdie infraclinique. Et quand ils regardaient le détail, ils voyaient que 27% des femmes qui consultaient pour infertilité inexpliquée avaient une TSH au-delà de 2,5 versus 13,5 dans le groupe cause masculine. Et quand ils excluaient les femmes qui avaient une auto-immunité prouvée, ils retrouvaient exactement les mêmes choses. Donc là, plutôt la suggestion qu'il y aurait peut-être une TSH un peu plus haute chez les femmes, en tout cas pour infertilité inexpliquée. En termes de réserve ovarienne, il y a eu cette étude assez récente de l'équipe chinoise qui avait montré qu'il y avait probablement un effet de l'hypothyroïdie infraclinique sur la réserve ovarienne. Donc c'est une étude assez importante puisque c'était 2200 femmes euthyroïdiennes versus 290 femmes qui présentaient une hypothyroïdie infraclinique avec les seuils de 4. Et ils avaient montré que quand il y avait une hypothyroïdie infraclinique, l'AMH était plus basse, le compte folliculaire aussi, avec une FSH un peu plus élevée, et c'était surtout chez les femmes un peu plus âgées. Par contre, il n'y avait pas d'association significative avec l'auto-immunité thyroïdienne. Donc ça, c'est une étude plutôt qui va dans le sens d'une diminution un effet sur la réserve ovarienne à cause de l'hypothyroïdie infraclinique. Mais parallèlement, il y a eu une étude en 2015 belge, aussi assez importante, sur 4800 patientes. Et là, ils n'avaient pas montré d'impact sur les taux d'AMH quand il y avait une hypothyroïdie infraclinique ou une auto-immunité thyroïdienne. Donc vous voyez que c'est toujours comme ça, les études sont assez discordantes. Donc c'est difficile de trancher. Toujours sur l'hypothyroïdie infraclinique, une étude belge qui avait regardé 1300 femmes euthyroïdiennes qui n'avaient pas d'anticorps, donc on excluait l'auto-immunité. Ils avaient comparé TSH inférieur à 2,5 versus supérieur ou égal à 2,5, toujours inférieur à 4. Et là, il n'y a pas de différence en termes de complications de grossesse, hein, d'où les modifications des seuils. En termes de fausses couches, donc il y a eu cette première étude de Negro en 2010 qui avait montré une différence pour le coup de fausses couches chez des femmes qui n'avaient pas d'auto-immunité entre 2,5 et moins de 2,5, un doublement du risque de fausse couche. Et dans cette étude juste au-dessous, hein, pareil, quand on regarde les anti-TPO, là, il y avait une différence significative essentiellement quand on passait supérieur à 5 ou moins de 5. En revanche, chez les ATPO positifs, donc auto-immunité thyroïdienne, là, il y avait une différence significative de taux de fausse couche entre moins de 5 et 2,5,5. Donc en tout cas, sur l'hypothyroïdie infraclinique avec anticorps négatifs, voilà, plutôt l'impression qu'il n'y avait pas de différence sur cette grosse étude chinoise. En termes de fausses couches à répétition, là, les études, pareil, ne permettent pas de trancher sur un effet de l'hypothyroïdie infraclinique sur le risque de fausses couches à répétition. Les études sont très discordantes, elles sont larges, pas conclusives, pas prospectives, donc on ne sait pas. On va parler maintenant un peu d'auto-immunité thyroïdienne. Et donc, en termes d'auto-immunité thyroïdienne, donc ce qu'on sait, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que il a été montré qu'on retrouvait des anticorps antithyroïdiens sur la zone péducine, qu'ils co-croisaient avec des anticorps anti-ovariens sur des femmes IOP qui avaient été opérées pour d'autres raisons. Ils ont pu montrer un marquage de ces anticorps au niveau de la zone péducine, donc la présence d'anticorps au niveau ovarien. Ça, c'est une deuxième étude qui avait regardé la présence d'anticorps antithyroïdiens dans du liquide folliculaire de femmes qui étaient prises en charge en infertilité en PMA, en fécondation in vitro. Et donc, ils ont montré qu'on détectait ces anticorps dans le liquide folliculaire de toutes les femmes qui avaient par ailleurs des anticorps au niveau plasmatique et qu'il y avait une corrélation des taux entre le taux circulant plasmatique et le taux retrouvé dans le liquide folliculaire. Donc on sait qu'il y en a, mais on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils font et comment ils fonctionnent sur le plan ovarien. Ce qu'on sait, ça c'est une étude qui a regardé en fait les taux d'hormones thyroïdiennes circulantes en fonction des anticorps antithyroïdiens ATG et ATPO et qui l'ont corrélé à la réserve à l'AFC. Et donc, ils ont montré que les femmes qui consultaient pour infertilité inexpliquée avaient des taux d'AFC plus bas quand ils avaient des taux d'ATPO plus élevés.
et qui était donc qui était significatif avec moins 2,3 follicules, donc ATPO plus élevé versus négatif. Donc possiblement un effet de l'auto-immunité thyroïdienne au niveau ovarien. Est-ce que c'est un effet qui est direct? Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes? En tout cas, probablement l'auto-immunité thyroïdienne a un rôle sur des réductions de réserve ovarienne. Ça, c'est une étude très intéressante hollandaise qui a montré en fait que vous avez ici donc 5000, il y a eu deux études avec 5900 femmes et 1600 femmes. Et ils ont regardé, en gros, ils ont mesuré les anticorps, les taux de TSH en début de grossesse. Donc vous avez les taux d'HCG corrélés au taux de TSH en bas. C'est pointé. Ah oui, pardon, là. Vous avez ici les taux d'HCG croissants en fonction de l'évolution dans la grossesse, les taux de TSH et de T4, soit chez les femmes qui n'ont pas d'anticorps anti-TPO, soit chez les femmes qui ont des anticorps anti-TPO. Vous voyez très bien donc en situation normale que plus l'HCG s'augmente, plus la TSH va baisser, donc ça c'est physiologique, avec une corrélation anti-parallèle de la T4 qui va s'élever. Et ben chez les femmes qui ont des anticorps antithyroïdiens, les anti-TPO en tout cas, vous voyez qu'il y a une altération de ces courbes et de la réponse finalement de la TSH à l'HCG et de la T4 à l'HCG. Donc c'est surtout pour montrer qu'il y a probablement une implication de ces anticorps dans la réponse thyroïdienne au moment de la grossesse, en tout cas à l'HCG. Alors, de quelles femmes on parle? Donc ça, c'est pour vous montrer qu'en fait, les femmes qui ont des insuffisances ovariennes prématurées, typiquement cette cause d'infertilité, c'est des femmes qui ont très souvent des causes auto-immunes associées. Donc on ne peut pas forcément prouver la cause auto-immune de l'insuffisance ovarienne, mais très fréquemment elles ont des Hashimoto associés, et donc c'est une population avec un risque d'auto-immunité plus important. Il a aussi été montré que les causes d'infertilité associées à l'auto-immunité thyroïdienne, c'était plus souvent des causes ovariennes. On a montré que les femmes qui avaient des SOPK avaient plus souvent des anticorps anti-thyroïdiens positifs que les femmes qui n'avaient pas de SOPK. Et puis il y a eu quelques études aussi sur endométriose et puis dans les formes idiopathiques d'infertilité. Donc ça, c'est plus sur les populations concernées par l'auto-immunité thyroïdienne au regard des causes d'infertilité. Cette étude a regardé en fait le risque d'infertilité quand on avait des anti-TPO positifs et quand on a des anti-TPO positifs, il y a un surrisque d'infertilité inexpliquée, puisque ça c'est une méta-analyse qui a repris les données de 4 études et qui a montré qu'il y avait un surrisque d'infertilité avec un autre ratio de 1,5. Donc ça, c'est des femmes qui ont des TSH normales, euthyroïdiennes, avec auto-immunité positive. En termes de fausses couches, pareil. Il est montré que le fait d'avoir une auto-immunité, et ça avait été suggéré par le papier de Negro et de Liu, l'auto-immunité positive à TSH normal majore le risque de fausse couche, donc une grosse méta-analyse. Et donc ça, il n'y a pas de doute sur une majoration du taux de fausse couche liée à l'auto-immunité. Pareil pour les fausses couches à répétition, pas de doute sur l'effet négatif de cette auto-immunité thyroïdienne, avec un odds ratio qui est à 1,94 dans cette méta-analyse de 17 études. Donc chez des femmes euthyroïdiennes, l'auto-immunité majore le risque de fausses couches à répétition. Alors, maintenant sur l'AMP à proprement parler, les techniques d'AMP, donc j'ai essayé de regarder sur l'effet du traitement par antagoniste-agoniste de la GnRH sur la fonction thyroïdienne. J'ai trouvé aucune étude, donc je ne peux pas répondre à cette question. Peut-être que dans les années futures on pourra, mais aujourd'hui il n'y a rien dans la littérature sur ça. En termes de stimulation ovarienne, donc la stimulation ovarienne que vous pratiquez au moment de la prise en charge des femmes infertiles, elle va élever de façon majeure le taux d'œstradiol, et c'est ce que vous cherchez, et ça va induire une élévation de la protéine porteuse, et notamment la protéine porteuse des hormones thyroïdiennes, donc ça va réduire la fraction libre des hormones thyroïdiennes et élever la TSH. Et donc on sait aussi que l'effet de l'œstradiol, qui s'élève de façon très importante, va aussi jouer sur la sécrétion de TRH et donc l'élévation de la TSH. Donc tout ceci, ça contribue à l'élévation de la TSH, mais chez les femmes
qui n'ont pas d'anticorps anti-TPO, il y a moins de risque d'élévation de la TSH et ça a été montré par plusieurs équipes en fait. Ils ont montré que l'élévation de la TSH à plus de 2,5, elle concerne environ 30% des patientes euthyroïdiennes et surtout quand elles ont des anticorps anti-TPO positifs ou qu'elles sont déjà au préalable traitées pour une hypothyroïdie. On sait que cette stimulation ovarienne, elle va élever la TSH pendant à peu près 1 à 3 mois après la stimulation. En revanche, il n'a pas été montré de surrisque s'il y a un syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Donc voilà, donc ça il faut retenir que cette TSH elle est plus fréquemment élevée chez ces patients, donc c'est des patients chez qui il faut surveiller régulièrement la TSH en cas de stimulation ovarienne. Dans les situations d'insémination intra-utérine, donc là, il n'y a pas de différence significative. Donc, c'est une étude, enfin deux études, pardon, qui n'ont pas montré de différence entre les taux de grossesse, de fausses couches et de naissance vivante, aussi bien chez les femmes qui avaient des anticorps négatifs avec TSH plus de 2,5, moins de 2,5, pas de différence. Et chez les femmes ATPO positifs, anticorps antithyroïdiens positifs versus négatifs, pas de différence non plus. Donc en termes d'insémination intra-utérine, pas de différence, aussi bien pour l'hypothyroïdie infraclinique quand on prend un seuil à 2,5 que le statut thyroïdien auto-immun. En termes de FIVIXI, donc là c'est difficile parce qu'il y a plusieurs études qui sont parfois contradictoires. Il y a cette méta-analyse assez récente qui explique pourquoi est-ce que les seuils de TSH ont été un peu revus dans les recommandations les plus récentes. Et c'est effectivement une méta-analyse qui regroupe 18 études, 7 prospectives et 11 rétrospectives. Donc vous voyez que c'est entre 1999 et 2017. Donc c'est pas simple parce que les cut-offs de TSH étaient différents en fonction des recommandations sur cette tranche, cette période. Ils ont regardé la TSH avant la pratique d'une PMA et ils ont comparé quand on prenait des cut-offs de TSH à 2,5 versus un cut-off à 3,5,4 comme le font les nouvelles recommandations. Et ils ont montré que quand il y avait un cut-off à 2,5, il n'y avait pas de différence sur les taux de grossesse, donc plus de 2,5, moins de 2,5, mais toujours inférieur à 4, entre les taux de grossesse, naissance vivante et fausse couche. Et la différence significative, notamment en termes de fausses couches, puisque c'est surtout les fausses couches qui étaient regardées, était essentiellement quand on prenait des cut-offs à 3, 5, 4. Cette étude, donc une autre étude qui a regardé en fait en préconceptionnel chez des femmes infertiles le taux de TSH et pareil, ils n'ont pas montré de différence en termes de conception, grossesse clinique, fausse couche, taux de naissance vivante quand on avait une TSH inférieure à 2,5 ou supérieure à 2,5. En revanche, quand il y avait des anticorps anti-TPO positifs, on en revient toujours au problème de l'auto-immunité plus que l'hypothyroïdie infraclinique finalement, et ben là il y avait un taux de fausse couche supérieur et un taux de naissance vivante inférieur. En termes de qualité embryonnaire, donc ça, il y a des papiers assez récents qui étudient la qualité embryonnaire en fonction du statut essentiellement auto-immun. Et donc l'impression des quelques papiers que j'ai pu retrouver, c'est que la présence d'auto-immunité antithyroïdienne, c'est trop long, ouais, était associée à probablement des études sont discordantes. Donc je vais passer parce on trouve le tout et son contraire, donc en termes de qualité embryonnaire. En termes de résultats de FIVIXI, donc cette première étude qui avait montré une réduction des naissances vivantes quand on avait des anticorps anti-TPO versus pas, donc avec une majoration surtout des fausses couches, et pas retrouvé pour cette méta-analyse plus récente sur 14 études, ATPO plus versus ATPO négatif, donc assez discordant. Pour l'ICSI, c'est pareil, juste vous signaler dans cette méta-analyse qu'en fait,
on souligne l'effet bénéfique de l'ICSI probablement dans ces populations d'anticorps anti-TPO positifs. Et donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, d'important à retenir pour vous, hein. C'est que peut-être que la technique utilisée, l'ICSI, permet de s'affranchir de risques liés à la présence d'auto-immunité, et ça rejoint un petit peu peut-être la présence de ces anticorps sur la zone pellucide ovarienne. Alors, en termes de traitement, donc, est-ce que le traitement par hormone thyroïdienne améliore les choses? Donc, quand on sait que quand la TSH est à plus de 4, il n'y a pas de doute, hein, sur le fait que le fait de traiter par hormone thyroïdienne réduit le risque de fausse couche chez les populations générales. Et donc, clairement, il y a une indication à traiter chez toute femme qui a un désir de grossesse et qui a une TSH à plus de 4. Pour ce qui est de l'hypothyroïdie infraclinique, donc il y a eu cette première méta-analyse avec 2 études randomisées et donc, dont l'objectif était de traiter les femmes en les ramenant à moins de 2,5, et ils ont montré une réduction des fausses couches avec une amélioration de l'implantation. Donc plutôt l'impression d'une amélioration. Ils traitaient quand la TSH était à plus de 4 avec l'objectif de ramener la TSH à moins de 2,5. Pour l'auto-immunité thyroïdienne, en fait, il y a eu 2 grosses études, une chinoise et une anglaise, sur des grosses populations qui ont traité ces femmes qui avaient une auto-immunité thyroïdienne avec des petites doses de lévothyrox, et ils n'ont pas montré d'effet positif du traitement par lévothyrox sur le réduction du risque de fausse couche. Il n'y avait pas de différence de naissance vivante qui traite ou qui ne traite pas chez les femmes qui avaient une auto-immunité thyroïdienne. Donc en tout cas, l'impression, c'est que finalement, l'auto-immunité thyroïdienne, elle est probablement délétère avec un risque de fausse couche majoré, mais que le lévothyrox n'est probablement pas le bon traitement. Et ça, c'était juste une parenthèse parce qu'ils ont publié tout récemment la suite de cette étude anglaise. Et c'est juste pour vous signaler que 7% des femmes qui avaient été incluses dans cette étude, elles ont finalement développé une hypothyroïdie vraie ou subclinique dans l'année. Et donc, c'est juste pour vous signaler que vos patientes qui ont des auto-immunités thyroïdiennes mais qui ont des TSH normales, il faut bien les surveiller parce qu'en fait, dans l'année, et souvent les techniques de PMA, ça peut prendre du temps, et il faut redoser régulièrement la TSH parce que la situation peut évoluer et peut du coup être délétère pour la suite. Donc, ça, une parenthèse sur est-ce qu'il y a d'autres traitements que la lévothyroxine? Non, pour l'instant, on n'a pas de bonnes études. Il y a eu une étude sur l'injection d'immunoglobuline qui était plutôt positive, mais sur des tout petits effectifs, hein, c'était sur 11 patientes. Il y avait bon, ça n'a pas été très... Il y a eu un effet positif, mais finalement, ça ne faisait pas tellement mieux que la lévothyroxine. Et puis, il y a eu une étude intéressante sur des glucocorticoïdes, mais pareil, une petite population de 30 patients où ils avaient obtenu un doublement des taux de naissance. Donc ça, c'est des choses qui sont à discuter et à peser, bien sûr, en balance bénéfice-risque. Donc les recommandations de l'ETA, donc ça, je vous invite à lire le papier, hein, où globalement, je vais vous résumer ce qui a été dit. Et puis, tout récemment, là, dans les recommandations de l'HAS, où il y a un chapitre spécifique, c'est des recommandations sur l'hypothyroïdie de l'adulte, et il y a un chapitre spécifique sur la femme ayant un désir de grossesse. Donc, qu'est-ce qu'elles disent ces recommandations? Donc, chez la femme, l'ETA recommande systématiquement en cas d'infertilité primaire ou secondaire un dosage de TSH et d'anti-TPO, hein, contrairement à l'HAS. L'HAS ne préconise pas systématiquement les anticorps anti-TPO. Pour l'ETA, et je pense que c'est important dans les situations qui sont les vôtres, hein, d'infertilité, je pense que ça donne une idée de la situation dans laquelle vous êtes et de l'environnement. L'HAS, c'est uniquement si la TSH est inférieure à 2,5. Si la TSH est supérieure à 2,5, pardon, je me suis trompée. Si la TSH est supérieure à 2,5, il est recommandé de doser les antithyroglobulines si les anti-TPO sont négatifs. Et peut se discuter aussi, et ça je pense que c'est un point important qui va être à développer et il va probablement y avoir des études dans les prochaines années, si les anti-TG sont négatifs, de faire une échothyroïdienne, parce qu'on a parfois des femmes qui ont des signes échographiques d'auto-immunité thyroïdienne, mais qui n'ont pas d'anticorps circulants. Et donc, une des hypothèses là, qui circule dans les papiers récents, c'est que possiblement, finalement, on n'arrive pas à séparer les deux groupes parce que peut-être que dans la population TSH normale anticorps négatif, en fait, il y a quand même des femmes qui ont une auto-immunité qui serait visible à l'échographie, mais qui n'est pas détectable parce qu'il y a peut-être des anticorps qu'on ne connaît pas.
Retenez aussi qu'en cas de stimulation ovarienne chez une femme qui est traitée par hormone thyroïdienne, il faut contrôler la TSH après la stimulation ovarienne. Il ne donne pas de date, hein, donc retenez qu'elle s'élève dans les 1 à 3 mois qui suivent la stimulation. Voilà, je pense que de toute façon, c'est des femmes que vous voyez régulièrement, donc qui ont régulièrement des prises de sang, donc pensez à faire une TSH de façon régulière. Pour les hommes, il n'est pas recommandé de faire systématiquement TSH, ATPO en cas d'infertilité et on ne le fait qu'en cas d'anomalie spermatique globalement. L'hyperthyroïdie, je ne détaille pas, hein, c'est avis spécialisé. Le traitement, il est vraiment adapté à l'étiologie. Et retenez juste que s'il y a eu un traitement par iode 131, hein, interdiction de débuter une PMA, enfin comme de débuter une grossesse avant 6 mois. Pour l'hypothyroïdie et auto-immunité antithyroïdienne, l'objectif quand on traite, c'est de mettre une TSH inférieure à 2,5. Pour l'instant, on a gardé ces seuils. Le traitement s'adapte 4 semaines avant de démarrer la stimulation ovarienne. Et donc, ça, c'est les recommandations donc, de l'ETA. Donc, quand la TSH est à plus de 4, pas de doute, il faut traiter. Quand la TSH est inférieure à 2,5, pas de doute, on ne traite pas. Et toute la zone de discussion, c'est TSH entre 2,5 et 4. Donc, quand il y a une auto-immunité thyroïdienne, pour l'instant, l'ETA se prononce sur une discussion de traitement, hein, pas de traitement systématique. Donc, c'est ça ce qui a changé. Et quand les anticorps sont négatifs, l'ETA recommande de ne pas traiter, alors que l'HAS recommande de discuter un traitement en fonction du contexte. Voilà. Et puis le dernier message, c'est en cas d'auto-immunité positive, privilégier l'ICSI. Je ne sais pas si c'est ce que vous faites déjà, mais c'est vrai qu'il y a quelques papiers dessus. Et ça repose sur pas grand-chose, mais voilà. Donc ça, c'est pour résumer les trucs les recommandations de l'ETA, hein, mais vous l'aurez dans le PDF. Est-ce que vous avez des questions? Oui. On fait 2 questions, hein, parce que sinon vous allez pas avoir... S'il vous plaît, en cas de maladie abortive associée à une hypothyroïdie infraclinique, est-ce qu'on traite ou non? Antécédent de fausse couche? Oui, à répétition. Alors, vous aurez un cours, j'arrête les discussions là-dessus, je vais te laisser répondre, mais il y a un cours sur les fausses couches répétées la 2e semaine, donc vous aurez tout le loisir. Je te laisse dire ton avis, Léopoldine, mais rapide, parce que... Antécédent de fausse couche à répétition avec auto-immunité positive, ouais. On va discuter un traitement avec une TSH entre 2,5 et 5. D'accord. Voilà, mais c'est soumis à discussion. Hein. C'est ça. Mais c'est parce que pour l'instant, on est encore ancré là-dedans. Mais voilà, fausse couche à répétition, je pense que oui. Surtout qu'avec le lévothyrox, il ne règle pas le problème de l'auto-immunité. Tout à fait. Probablement, c'est pas le bon traitement. Ouais. Donc on tourne en rond. Merci. En fait, l'avantage de l'auto-immunité, c'est que tu peux te dire que probablement, elle risque à un moment d'évoluer vers une hypothyroïdie et que finalement... Il y a eu une étude qui a montré que traité par lévothyrox, ça pouvait majorer un petit peu le risque de diabète gestationnel. Et c'est la seule étude qui a montré un effet délétère de nos petites doses de lévothyrox. Mais globalement, c'est un traitement qui est extrêmement bien toléré, qui coûte pas cher. Mais c'est pour ça qu'on le met probablement. Et même si c'est un effet placebo, c'est vrai que chez des femmes un peu désespérées qui ont fait des fausses couches à répétition, on a tendance à facilement le mettre. Voilà. Mais c'est vrai que selon les recommandations, ça serait pas faux de ne pas le mettre. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Il y avait juste une question sur le chat pour dire qu'il y a une hypothyroïdie. Est-ce que un seul dosage de TSH supérieur à 4? Non, 2 dosages. Voilà. Tout à fait. Il faut recontrôler. Hein. On sait qu'il y a beaucoup d'anomalies de dosage des laboratoires. Donc on se base toujours sur 2 dosages. On répète en général le dosage à 1 mois. D'accord. Bon, merci beaucoup Léopoldine. On se retrouve à 14h du coup pour que vous ayez un peu le temps de manger. Hein.